fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment que tu parles comme ça, ouais? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maisonneuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Aujourd'hui, nous sommes dans la cuisine de chez Nesso, le restaurant du chef Guillaume Sanchez, 28 ans, étoilé cette année. L'endroit parfait pour qu'il nous raconte sa version à lui du bonhomme. C'était un bonhomme, tu vois, tu bombes le torse, t'as les épaules droites, mais vraiment pour moi c'est une blague. Aujourd'hui pour moi un vrai bonhomme, c'est un homme qui assume le monde dans lequel il vit et qui comprend son époque. Peut-être ça aujourd'hui un vrai bonhomme. Et toi du coup t'es un bonhomme dans ta définition positive? J'essaye d'être un bonhomme. Aujourd'hui, ma place dans le monde a petit à petit, tu vois, une sorte de responsabilité sur la jeunesse qui est en train de débarquer dans mon métier. Et du coup, tout ce que je dis impacte potentiellement le futur d'un autre. Du coup, j'essaye d'être sérieux en fait là-dessus. Tu vois, j'essaye d'arrêter de dire trop de conneries. J'essaie de faire gaffe, quoi. C'est pas pesant d'avoir à changer un peu sa spontanéité parce qu'on sait qu'on est regardé? En fait, je suis pas moins spontané. J'essaye juste d'être plus conscient. C'est autre chose. Ça veut pas dire que je change de façon de voir les choses. Ça veut pas dire que je dis autre chose. Je crois que je suis en train de vieillir un peu, petit à petit, même si je reste très jeune. Oui, t'as 28 ans, faut le dire. Ouais, j'ai 28 piges. Et c'est important, tu vois, de se rendre compte de ses responsabilités tant qu'il est encore temps, quoi. C'est qui les bonhommes de ta vie autour de toi, ceux qui t'ont aidé à avoir une bonne vision justement de l'homme, de la masculinité? En fait, il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas eu énormément de modèles masculins. Mon père en est un. On est devenu un. Pourquoi si c'est pas indiscret, pourquoi tu dis devenu? C'est qu'au début Parce que j'ai été éduqué un peu à l'ancienne, tu vois. Mon père était le bonhomme, tu vois, par excellence. Il avait ce truc, tu vois, cette virilité qui appartient à une autre époque. Et il cachait toute sa partie un peu fragile, tu vois. Enfin, un homme de l'époque, quoi. De son époque. Et puis l'enfance, l'adolescence, tu vois. Petite rébellion à la con. Tu remets en question un petit peu tout ton format familial et toute ton éducation. Jusqu'à te rendre compte, en fait, que si t'en es là aujourd'hui et que t'es invincible, c'est aussi parce que t'as été éduqué comme ça, tu vois. Tu te sens invincible ou parfois tu te dis que t'as plus de résistance que les autres? Je crois que si je suis pas invincible, je suis au moins un chat, tu vois, avec au moins 7 vies. Mais non, je sens que ma vie a déjà été bien chargée, tu vois, avec de super choses, de moins bonnes choses. Et j'essaye d'être assez lucide sur le fait que c'est déjà un exploit en soi que j'ai réussi à me relever autant à chaque fois, et aussi vite. Et je trouve pas d'autre raison que l'éducation de mon père, en fait. Est-ce que tu peux justement me parler un peu plus de l'éducation de ton père? En fait, je sais que ton père était militaire et j'imagine que ça a joué sur l'éducation parce que... En fait, c'est même pas lui qui a le plus impacté cette rébellion qui a eu lieu quelques années après. C'est le cadre, tu vois. C'est cette caserne, c'est tout ça. C'est même pas. Parce que vous viviez dans une caserne. Ouais, on vivait en caserne. Et c'est même pas lui, tu vois. C'est juste malheureusement, je crois qu'il a pondu un ovni dans la famille. Parce que j'avais besoin de liberté, tu vois. Et quand tu vis en caserne, c'est quoi? C'est ta famille? T'étais avec ta mère, ton père, toi, t'avais des frères et sœurs? Ouais. Tous les trois? Non. Non, j'ai 2 petits frères, une grande sœur. D'accord. Et vous vivez en communauté, chacun? Comment on ça a se un passe? appart, chacun a son appart, et puis t'es en caserne, quoi. Enfin, c'est comme un HLM, mais avec que des... Ah oui, d'accord. Que des militaires, quoi. À la différence que, à certaines périodes, faut que tu montes ta pièce d'identité pour rentrer, parce que t'as un plan Vigipirate à la con. Et puis t'as des putains de barreaux à certaines fenêtres. Ah oui, c'est ça. Et c'est de voir en quoi c'est différent d'un immeuble. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, c'est vraiment des symboles en fait qui ont été hyper durs pour moi en tant que jeune. J'ai pas eu besoin de faire de psychothérapie pour m'en rendre compte par la suite, tu vois. Voilà, j'ai toujours été mal à l'aise dès qu'il y avait des barreaux. Et c'est comme ça. Et donc j'ai essayé de fuir ça hyper rapidement. C'est vraiment juste ce symbole, tu vois, qui m'a profondément marqué et qui a fait que j'ai rapidement eu besoin
vite m'envoler de tout ça. Et puis mon père avait beaucoup d'attentes. Mon père a pas pu faire ce qu'il voulait dans la vie parce que son père a choisi à sa place. Il voulait faire quoi d'autre que lui? Il voulait être ébéniste, me semble-t-il. Et mon grand-père à l'époque avait dit il faut un curé, un militaire, un banquier et je sais plus quoi. Ah, c'est dingue. Et il a eu 2 banquiers et un militaire. Et lui était pas militaire, ton grand-père était pas militaire lui? Non, il travaillait à la poste. D'accord. Mais voilà, d'origine pied noir, tu vois. Et ouais, non, moi j'ai eu besoin de fuir tout ça violemment, rapidement. C'est quoi, c'est quitter le nid familial tôt? Ouais, j'ai attaqué les compagnons à un peu plus de 13 ans, me semble-t-il, juste après le brevet. Ouais. Les compagnons du devoir, c'est je crois que c'est la plus vieille école du monde, qui forme des futurs professionnels, aussi bien dans le bâtiment que en pâtisserie et boulangerie. Moi j'y suis allé en tant que pâtissier du coup rapidement, j'ai passé mon CAP là-bas à Bordeaux. C'est une sorte d'internat, t'as un travail à côté en tant qu'apprenti. Donc tu débarques dans le monde du travail très tôt. C'est une école extrêmement particulière, c'est une école de la rigueur, des traditions. Je crois que finalement en fait je me sens bien dans ce truc d'ultra rigueur. On en parlera après, mais aujourd'hui, le milieu dans lequel tu travailles, ça ressemble parfois au monde militaire. Hein. Ouais, mais c'est le cas. Mais c'est le cas. Ouais. C'est le cas. C'est pour ça que c'est pas très étonnant finalement que j'ai fini par faire ça. Et ton père, il avait, lui, comme ton grand-père, des attentes sur toi, un métier pour ses enfants? Je crois qu'il voulait juste en fait que je puisse me permettre de faire ce que j'avais envie de faire. C'est déjà une belle évolution d'une génération. Ouais, non, mais c'est une super évolution. Mais il a eu les mêmes envies en fait pour tous ses enfants. Et je crois qu'il a eu peur, parce qu'il y a quand même eu ce mouvement de rejet quand je lui ai dit que je voulais partir chez les compagnons du devoir en tant que pâtissier. Et il a eu peur que je fasse ça par déni ou juste envie d'envoyer valser le système scolaire, tu vois. T'avais quel âge? Quand je lui ai annoncé, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Ouais, tout jeune. Donc il avait déjà compris en fait que c'était juste pour quitter le foyer. Pâtisserie, t'avais déjà mis les mains dedans? Non, et c'est lui qui m'a envoyé du coup faire un stage pendant mes vacances de Pâques chez un boulanger-pâtissier du coin. Et c'est lui qui m'emmenait tous les matins à 4h pour que j'aille faire mon stage. À 4h, c'est ça. Mais c'est ça, il m'a vraiment pris au pied de la lettre. Et il m'a dit, ok, tu veux faire le mariole, tu veux faire de la pâtisserie, bah, je vais te montrer ce que c'est que de la pâtisserie. Mais j'avais aucune... Enfin, j'y connaissais absolument rien, j'avais jamais fait une crêpe de ma vie. C'était vraiment juste une ultime provocation à la con, quoi. Il y a 12 ans, t'étais comment? T'avais des copains? T'étais beaucoup dehors ou t'étais assez solitaire et du coup de devoir te lever à 4h du matin et peut-être passer à côté d'une adolescence un peu oisive, ça t'a coûté ou c'était naturel pour toi? Je crois que mon cerveau, tu vois, a essayé de planquer un peu ça. Je crois que j'avais pas beaucoup de copains. J'étais un petit gars particulier, vraiment. C'est-à-dire? Enfin, si tu peux mettre des mots dessus. Hein. Franchement, j'en sais rien. Et là, pour le coup, la psychothérapie pourrait faire du bien, putain. Non, j'en sais rien. Je sais juste que j'étais vraiment un gamin spécial. Que j'avais pas énormément de copains. Que socialement, ça a toujours été compliqué. Parce que timide? Ouais, à la fois timide. Et je crois que déjà, à l'époque, j'ai essayé de combattre un peu cette timidité. Du coup, t'avais un peu des mouvements chelous, quoi. Tu te souviens si t'avais des références, des célébrités, des musiciens, des groupes, des choses qui, à l'extérieur, agissaient comme des modèles? Non, je voulais être un super-héros. Non, vraiment. Rien que ça, oui. Non, mais vraiment. Mon père a toujours été fan de comics. Il avait une collection de Strange, qui était du coup les BD de l'époque, avec toute la partie Marvel, Spider-Man dans le même bouquin que les X-Men, les machins et trucs. Il a toujours été fan de ça. Et quand ça a commencé à sortir au cinéma, on allait tous les voir, tu vois, avec mon père. Et puis il m'avait fait baigner dans cette ambiance cinéma. Enfin, on allait quasiment tous les mercredis au Cinoche en famille. Plus tous les films qu'on regardait à la maison. On a toujours été une famille pro-Cinoche. Et je sais pas, en fait, j'ai baigné dans ça. Et du coup, en fait, j'ai vraiment grandi avec les super-héros. Et je crois que ce truc-là m'a permis de tenir l'enfance, tu vois. En me disant que potentiellement, un petit gars normal pouvait d'un coup sortir de l'ombre. Ouais. C'est ce que j'ai essayé de faire inconsciemment toute ma vie. Et tu crois que tu avais un pouvoir à l'époque que tu rêvais d'avoir? Non, j'étais juste chelou. C'était peut-être mon super pouvoir. J'étais juste un petit gamin chelou, mais à la fois hyper normal en fait. Et je crois que c'était cette normalité qui me rendait vraiment chelou. Tu vois, il y avait peu d'aspérité, je faisais pas trop de vagues, plutôt silencieux. Beaucoup de choses qui collaient pas ensemble, tu vois.
La tête haute. Et toi aussi, là. Plus haut. Est-ce qu'on peut considérer que ta mère était un bonhomme aussi? Parce que, bon, t'es un garçon, tu parles de ton père, on sait qu'il y a quelque chose de particulier qui se fait entre un fils et son père. Ouais. C'était quoi le rôle de ta mère là-dedans? Ça, je m'en suis rendu compte il y a quelques années. En fait, j'ai la tête de mon père et du coup sa force et le cœur de ma mère. Et c'est ce qui dernièrement a tout changé à ma vie. C'est que j'ai voulu être mon père pendant des années, tu vois, en étant un chef dur, en gueulant, en étant complètement con. Et au moment où je me suis rendu compte que finalement mes anciennes équipes arrivaient au taf avec la boule au ventre à cause de moi, je me suis rendu compte qu'en fait mon éducation était plus complexe que ça et qu'il y avait d'autres parties de moi en fait qui pouvaient être hyper intéressantes à utiliser. Et du coup, ça a vraiment été la bienveillance de ma mère en fait qui est ressortie après. Ta mère, c'était plutôt l'affection, le cœur. Ouais. Donc assez C'est- traditionnel c'est- quand même comme couple, enfin féminin, masculin, ce qu'on associe Clairement, dans un clairement, ancien mais modèle. à la fois inséparable, tu vois. Pareil, mes parents, ça a toujours été un couple étrange, mais plein d'amour, quoi. Et donc voilà, donc aujourd'hui j'essaie d'utiliser les deux, ça a l'air de plutôt bien prendre. J'ai vu que t'aimais pas trop qu'on parle de tes tatouages. On va Ouais. pas rentrer dans le détail, mais j'ai vu Non mais une info. en soi, j'aime pas qu'on en parle quand on me parle de bouffe, parce que ça a rien à foutre là-dedans. Et le souci, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui font assez mal leur travail, qui veulent juste me faire devenir une putaclic, tu vois. Et donc ouais, effectivement, quand les gros titres d'un article, c'est le pâtissier rock ou franchement, je trouve qu'aujourd'hui, en toute humilité, mon propos et ce qu'on fait chez Nezo est plus intéressant que les conneries que je me suis foutu sur la peau. Bien sûr. Je vais pas rentrer dans le Ouais, détail de vas-y, ça, vas-y, mais en je tout cas, t'autorise. en termes de masculinité, ça peut avoir du sens, ou en tout cas dans ta formation en tant que jeune homme pour devenir l'homme que t'es aujourd'hui. J'ai vu que ton premier tatouage, c'était à 15 ans. Encore avant? 14. À 14. Mm. C'est hyper jeune. Mm. Et ça, pour moi, c'est quand même l'acte rebelle de l'adolescence, surtout si t'es fils de militaire. Je me dis, waouh, il y a peut-être pas grand-chose que t'aurais pu faire qui aurait pu peut-être plus énerver tes parents dans cet âge-là. Eh ben si, les piercings. Ah ouais, t'avais aussi piercing? Ouais, mais en fait, c'était le truc, tu vois, à pas dépasser. Limite, le tatouage, étant donné que mon père a toujours voulu se faire tatouer et qu'il a jamais pu à cause de son métier, je crois que limite, en fait, il me disait non, par besoin d'être un père, tu vois, et du coup de dire, bah non, faites pas le con, mon fils, mais qu'au fond de lui, il trouvait ça cool. Le piercing, par contre, c'était un autre combat. Parce que plus féminin? Je pense que, effectivement, à l'époque, mon père pensait que George Michael était le seul à pouvoir se percer les oreilles. Mais ce qui est drôle, en fait, et pour le balancer un peu, c'est que mon père a fini par se faire percer l'oreille. Tu vois. Mais non. Parce qu'il a fini par quitter l'armée, et là, du coup, il est rentré dans une sorte de crise existentielle À quel âge? de qui suis-je et suis-je un vrai bonhomme. Tu vois. Il a arrêté à 43 ans, je crois, 44 ans. Et voilà, donc c'est assez drôle. Toi, c'était piercing là, aux oreilles, au lobe? Ça a été après. Ouais, Ça y a a été le nez après. d'abord, Ça, c'est quand je suis parti en couille. Ouais. Mais au départ, ça a juste été un tatouage, enfin, un des tatouages les plus gros que j'ai, donc sur le torse, qui parlait de voyage, donc de liberté. En fait, c'est toujours ce qui a impulsé mes premiers tatouages. Et non, j'en ai eu besoin, en fait, personnellement. Je crois que, étant donné que très tôt, j'ai eu besoin de devenir adulte, tu vois, mon enfance a pas duré longtemps, mais du coup, en tant qu'adulte, j'ai dû régler des problèmes d'enfant, dont la solitude, et pas forcément pouvoir parler de ces problèmes, tu vois, à des copains parce que t'es pris au taf comme un dingue. Bah, je crois que j'ai dû me les noter en fait sur moi ces problèmes pour pas les zapper. Et voilà, d'où ma gueule aujourd'hui. Et jamais, dans ton métier, ça a été quelque chose qui a été vu bizarrement? Si, en fait, au départ, je faisais ça intelligemment, c'est-à-dire que j'ai commencé par me dire, j'avais des vestes de pâtisserie à manches courtes, donc j'avais dit, Ah oui, c'est vrai que c'est mon ok, ça dépassera jamais la veste. Donc effectivement, j'ai commencé par le torse, le ventre, le haut des bras. Et puis après, bon, j'ai dit, bon, bah écoute, je vais mettre des vestes à manches longues. Et donc ça a atteint les avant-bras. Et puis après, c'est parti en cacahuète. Mais au départ, je faisais vraiment attention parce que, en fait, c'était même pas pour pas être mal vu dans le métier, c'était vraiment par respect pour ce métier, tu vois, et par respect de l'uniforme. Et j'avais pas envie de me mettre en porte-à-faux par rapport à l'image en fait de ce job. J'avais vraiment ce truc, tu vois, hyper compagnon.
Et du C'est vrai coup, qu'il y a des côtés entre militaires, vraiment avoir envie de faire honneur et de rentrer Ouais, dans la rigueur, mais- et en même temps l'envie de s'échapper complètement à l'autre. c'est ça, mais c'est cette contradiction et en fait, je suis plein de contradictions et c'est ce qui fait que ma vie est très drôle, tu vois. Bah après, tu t'es en paix quand tu dis qu'en fait, c'est pas impossible. Ah, mais c'est plus un d'être problème, les deux. c'est Ouais. plus un problème en fait, et c'est ce qui fait que que je suis très heureux depuis quelques temps. Réussir à assumer, tu vois, ces deux parties de moi et qui font aujourd'hui ma différence, en fait, c'est ce qu'il y a de plus cool et c'est une de mes plus grandes forces. Bah, évidemment, la cuisine, c'est un milieu très masculin, en tout cas quand on parle de chef et de gastronomie, parce que sinon la cuisine, Ouais. dans l'univers commun, c'est une activité féminine, malheureusement. Il y a beaucoup moins de personnel féminin en cuisine, les étoilées sont minoritairement féminines, même si cette année, il y a eu un vrai effort là-dessus. Mais c'est pas un vrai effort en fait. Oui, c'est pas un effort, mais il y a eu un vrai changement notoire. Ouais. Mais pour le coup, mon équipe chez Neso est constituée à 70% de femmes. Aussi bien en cuisine qu'en salle. Et c'est beaucoup par rapport à la moyenne. J'ai quasiment que des filles qui bossent là-dedans. Pourquoi ? J'en sais rien en fait, parce qu'elles ont envie de bosser avec moi, parce que je m'entends bien avec des femmes en cuisine, parce que ça se passe bien, parce que aujourd'hui Jorik, mon second, est capable aussi de gérer une équipe féminine, ce qui est pas évident pour le coup pour des mecs qui ont toujours bossé qu'avec des mecs. Il faut sûrement du temps, parce qu'en effet, la cuisine est un univers ultra masculin. Le premier chef appelé comme ça, c'était un homme. Alors là, pour le coup, sur la cuisine française est une cuisine de femmes. Parce que les plus grands plats de la cuisine française ont été créés par des femmes. Avant la création des restaurants, avant la création des Les plats auberges. traditionnels Tu vois, français. Ouais. c'est les femmes qui portaient ça et qui ont fait la réputation de la France. Puis c'est devenu un métier d'homme. Il faisait plus de 50 degrés dans les cuisines. Un sac de farine, quand j'ai commencé mon apprentissage en pâtisserie, ça pesait 50 kilos que tu devais porter sur ton épaule. Je faisais moins de 50 kilos. Et c'est pas du tout remettre en question les capacités physiques d'une femme que de dire que c'est un métier horrible, bordel, tu vois. Et du coup, c'est un univers qui n'était pas fait du tout pour accueillir des femmes. Le savarin aux pommes, le chenonceau aux rhum, le délice à la noix, la galette des rois, non. La tarte aux abricots, le soufflé au pruneau, le beignet de compote, le biscuit de Charlotte, non. Ah, le cake d'amour. Tu parlais d'ultra rigueur. Est-ce que t'es comme ça dans ta vie perso aussi ? Euh, Si, vie perso, il y a, avec tout ce que tu travailles. Est-ce que je suis ultra rigoureux dans ma vie perso ? Putain, si je dis oui, il y en a une qui va se foutre de ma gueule à la maison. Mais je peux pas dire non non plus, en fait. T'es dans la douceur, dans la sensibilité, en dehors du boulot ? Je crois, à ma façon. Je crois que je suis quelqu'un de gentil, en fait. Et que du coup, j'ai eu besoin de cacher un peu cette gentillesse au travail pour, tu vois, juste garder un peu le pouvoir et être à la tête d'une brigade. Mais je crois que ça revient quand même vite quand je rentre à la maison. Je suis pas trop un sale con. Enfin, parfois. J'essaie d'être de plus en plus rigoureux dans ma vie personnelle. En fait, parce que j'ai de moins en moins le temps d'avoir une vie personnelle. Oui, c'est quoi ta vie perso dans le sens où à quoi t'accordes du temps quand c'est pas lié au pro ? J'accorde tout mon temps perso à Paloma, qui partage ma vie aujourd'hui, parce qu'elle passe sa vie à m'attendre, tu vois. Et que du coup, en fait, je peux pas faire autre chose que d'être à elle quand je suis à la maison. Tu sais, c'est une vie pas évidente pour les femmes qui sont avec, j'allais dire avec des restaurateurs, non, mais en fait avec des gens qui ont des carrières qui prennent de la place. Pourtant, elle a une carrière aussi. Elle a une carrière particulière, tu vois. Son métier d'actrice fait que il y a des périodes où on va pas se voir du tout parce qu'elle aussi, tu vois, elle est sur des tournages tout le temps ou à l'étranger ou machin. Et puis d'un coup, t'as ces périodes de casting qui reviennent et où du coup elle est plus à la maison. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué. Puis je pense que c'est compliqué pour elle aussi de pas avoir un chéri présent alors que toutes ses copines ont monsieur à la maison à partir de 17h30. T'as ce truc-là, t'as cette compétition entre la vie qu'elle voit chez les autres, tu vois, et ce que nous, on arrive à mettre en place. Donc on y va à notre rythme, on essaie de trouver des solutions. Et voilà.
T'es obligé d'avoir, toi, le sens du sacrifice. Enfin, du coup, elle aussi. Le même sens du sacrifice que toi qui... Ouais, non, le plus gros sacrifice, c'est elle qui les fait. Hein. Ce qui est compliqué, en fait, c'est de lui faire comprendre que je fais pas que ça en y éprouvant que de la joie et du bonheur, tu vois. C'est pas que du plaisir pour moi d'être plus de 15 heures par jour au travail. Ça a été ça le plus compliqué, en fait, comme message à faire passer. Parce qu'au départ, elle me trouvait très, très égoïste. Et en fait, quand elle a compris que c'est con à dire, mais quand tu veux monter un foyer, créer d'autres choses et devenir un bonhomme, un vrai, qui est capable de prendre aussi soin, tu vois, de sa famille, qui est capable de penser à faire des enfants, à acheter une maison, enfin des concepts ultra traditionnels, tu vois, mais qui sont importants dans la vie d'un homme avec un grand H. Bah t'as besoin aussi de structurer ta vie professionnelle. J'ai eu envie de le faire correctement. Et c'est pour ça que j'y mets autant d'énergie. Là, tu vas être papa très bientôt d'un petit garçon, c'est ça? Absolument. Ça approche comment, là, dans... Toi, comment tu te dis que ça va être... Enfin, est-ce que tu projettes déjà des choses? Déjà sur le fait que ça soit un garçon, parce que maintenant que tu le sais... et qu'on le mais sait... attends, en fait, ça c'est une longue histoire. On nous a annoncé que c'était une fille il y a 1 mois et demi, 2 mois, à la première écho en fait. Genre, ouais, félicitations, une gonzesse. Du coup, j'ai dû me faire à l'idée, tu vois, ça allait être une fille. J'étais très heureux, elle aussi. T'avais pas d'attente à la base? Moi, je voulais un garçon. Ah, tu voulais un garçon. Et elle aussi. Du coup, boum, c'est une fille. Ok. Bon. Donc déjà, le premier combat, ça a été de dire on n'avait pas du tout pensé à des prénoms de filles. Donc là, on a commencé à se foutre sur la gueule pour ça. Donc je me suis dit que ça commençait mal. Et écho de contrôle, là, il y a 2 semaines. Elle y va, et puis le mec lui dit bon, ouais, de toute façon, vous connaissez le sexe? Elle lui dit bah oui, on sait que c'est une fille. Eh bah non, c'est un petit gars. C'est génial, mais ça arrive, ouais, qu'ils se trompent. Ouais. Enfin, qu'ils Mais puissent là, pas vraiment voir. C'est arrivé. Donc, mon côté beauf est revenu au galop. J'ai repris mon abonnement au PSG. Mais pourquoi tu voulais un garçon? Tu te sentais plus à l'aise, tu connais mieux? En fait, je crois que l'éducation de mon père, qui est la seule que je connaisse, est faite pour un petit gars. Tu vois? Donc ce serait plus facile pour toi d'adapter? En fait, c'est les seules fois, tu vois, où j'ai vu quelqu'un éduquer une autre personne, c'est mon père envers moi. Et ouais, non, je sais pas, je voulais un petit gars, en fait. Mais là, pour le coup, c'est hyper moyenâgeux comme façon de penser, c'est horrible. Tu vois. Je pense que tu t'es pas le premier ni le dernier. Mais bien sûr, mais Ni le dernier, c'est j'ai ça. des envies horribles de vieux mecs primitifs. Je sais pas, j'avais envie d'aller faire du sport avec mon fils, de lui transmettre ma passion du sport, de faire du skate avec lui, de me péter la gueule avec lui. Mais ça se trouve, si ça avait été une fille, tu Mais serais ça aurait peut-être été pas la même privé. chose. Ouais. Ça aurait été la même chose, mais je sais pas. Là, pour le coup, c'est parce que je suis peut-être un jeune vieux con, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que ça fait un moment qu'on parle d'enfants avec Paloma. Ça a jamais été le bon moment, et je crois qu'en fait, il y aura jamais de bon moment, et c'est pour ça qu'on s'est décidé à le faire maintenant. Et je crois que je vais être un très bon père, mais que je suis absolument pas prêt à être père. Ouais. Tiens. Et du coup, je suis hyper studieux. Là, c'est dans combien de temps? C'est en octobre. Ok, il reste un peu de temps. Mais du coup, je fais beaucoup de recherches. Tu vois, je lis beaucoup d'articles. Tu tapes quoi sur Internet, par exemple? Je sais pas, genre des trucs genre la place du père dans l'enfance. Tu vois. Père et chef, t'as déjà regardé? Ça, pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'articles parce que c'est un peu le gros tabou, tu vois. Mais en fait, je me rends compte qu'on reproche beaucoup de choses aux pères, comme qu'ils sont absents, comme quoi c'est la mère qui doit être à la maison. Putain, il n'y a pas un seul article sur la place du père, genre dans un foyer avec un nouveau-né. Rien, pas un article. De plus en plus, il y a des jeunes pères qui ont fait des blogs, d'ailleurs, qui sont, Ouais, qui mais sont pères au foyer. Mais ça reste et des qui blogs, s'en tu vois. occupent. Mais Oui, c'est Mais pas... ils te le présentent comme si, tu vois, ok mec, bon allez, t'as un peu le droit de t'occuper de ton gosse. Mais il y a personne qui te dit, genre, tu dois être présent. C'est genre, essayer de faire comprendre à la mère qu'il faut que vous soyez un peu plus là. Mais ta gueule, tu vois. Mais comme toute cette histoire de congé parental, de congé paternité, Ouais, où, par exemple. on essaie de le rallonger pour que le père puisse avoir une place, même celle qu'il désire parfois. Hein. Ouais, moi je pense que mon congé paternité va être d'à peu près 48 heures. Impossible de te dire que le rythme va se réduire un peu. En fait, c'est justement ça qu'on essaie de mettre en place avec Paloma, c'est d'être conscient que mon rythme ne peut pas se ralentir. Ou sinon, ça serait juste une très mauvaise nouvelle pour nous. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est justement un planning qui fasse que que je puisse être un bon chef et que je puisse être un bon papa et un bon chéri en même temps. Donc, ça va juste être une grosse organisation, mais je vois pas le truc comme impossible.
Bah là, tu vois, là, cette table, tu mets une petite chambre là, dans un coin du resto. Non, mais sans partir de là. Je pense que oui, il y a certains services, effectivement, où quand elle aura besoin de partir à l'étranger, je pense qu'il y a certains services où tu t'entendras peut-être un peu pleurer en cuisine. Mais c'est drôle. Il y a des choses que tu es sûr de vouloir transmettre, que tu as eues, et d'autres où tu te dis, j'espère que je vais pas être comme ça, avec ton fils. J'espère lui transmettre cette, tu vois, la vérité de mon père, ce truc d'ultra franchise, tu vois, et de je mâche pas mes mots, et que j'ai moi aussi. Beaucoup considèrent ça, tu vois, comme un de mes plus gros défauts, sur le fait que j'ouvre trop ma gueule, qu'il n'y ait pas de filtre, que machin. Mais je pense que c'est une vraie qualité. J'espère lui transmettre ce mix d'invincibilité et de fragilité, tu vois, que ma mère m'a ramené également. Et puis là, pour le coup, ce truc que mes parents m'avaient pas appris et que j'ai appris tout seul, tu vois, cette liberté d'action, quoi. Si déjà j'arrive à lui transmettre un peu de ces trois-là, ce sera un chouette type. Et un truc de toi que t'as pas envie qu'il chope. J'espère que la communication sera plus facile entre lui et moi qu'entre mon père et moi. Et j'espère que Paloma, pour le coup, là, impactera sa sociabilité, de manière à ce que sa vie personnelle soit plus simple que la mienne pendant les premières années. Bon, là, au moins, t'as fait tes vœux. Ouais. On verra, on les enregistre, on verra s'ils sont exaucés. Mais bon. Ça se trouve, ça sera juste un sale con. Tu vois. J'ai juste une dernière question, c'est vraiment la question de fin. Est-ce que t'es quelqu'un qui pleure souvent quand t'épluches pas des oignons? Eh ben, je crois pas. Non, non, je pleure pas souvent. Tu pleures pas souvent? Je pleure pas souvent. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai vu mon père pleurer une seule fois, tu vois. Une seule fois, et c'était dans un cas extrême. Il venait de perdre son papa. Et c'est la seule fois. Et encore, il avait ses lunettes par-dessus la gueule, quoi. Lunettes de soleil en plein mois de juillet, sous la flotte, hyper gris. Mais je considère pas que ce soit une honte. C'est juste que j'ai pas le. Je crois que j'y pense pas, en fait. T'es pas programmé pour verser des tout. larmes. C'est tout. Ça se sent quand je vais pas bien. Parce que je le cache pas non plus, tu vois. Je suis pas ce genre de mec à réussir à cacher absolument tout. Ça se voit quand je vais pas bien, mais mon corps est pas programmé pour pleurer. C'est tout. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.